sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand vient de s'installer dans le studio Coluche pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est aujourd'hui une plongée en eau parfumée et profonde. Je cherchais quel terme j'allais employer pour filer votre métaphore. Nous allons évoquer en effet la superbe et inquiétante Gabrielle d'Estrées, si proche d'Henri IV qu'elle se voyait déjà reine. Et pour convoquer ces mânes, j'ai convié à nous rejoindre un des plus grands passeurs d'histoire que je connaisse. Michel de Decker sera des nôtres dans quelques minutes. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Noémie sur l'origine des bougies d'anniversaire. Oui, c'est peut-être l'anniversaire de Noémie du reste, mais elle ne nous l'a pas précisé. Alors écoutez, à toutes fins utiles, bon anniversaire Noémie si c'est le cas. Dans quelques jours, et ça c'est certain, ce sera le 415e anniversaire de la mort de la belle et terrible Gabrielle. Alors, prête pour l'immersion Céline? 3, 2, 1, c'est parti. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le Vert galant. Henri de Navarre est né Bourbon. Autant dire qu'il aime la chasse, la table et les femmes, surtout les femmes en vérité, qu'il choisira de plus en plus jeune, de plus en plus tendre à mesure qu'il prendra de l'âge lui-même. Gaillard, notre Henri IV, très porté sur la bagatelle, et tant pis s'il sentait l'ail à tuer les mouches, nous dit-on. Nous verrons d'ailleurs dans un instant s'il faut croire cette mauvaise réputation. À l'automne 1590, si j'en crois du moins les chroniqueurs, et notamment Scipion Duplex, gentil seigneur de Clarins, qui a beaucoup écrit sur le sujet, Henri IV jette son dévolu sur la très jeune, très belle, très éclatante Gabrielle d'Estrées. 1590, ça veut dire qu'il a 46 ans, qu'il est tout juste roi, pas encore sacré, et qu'il vit séparé de sa femme Marguerite de Valois, la reine Margot, vous savez. Ça fait des années qu'ils ne vivent plus ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'au regard du pape et de la religion, ils ne soient pas régulièrement mariés. Donc, Henri s'est pris de passion pour Gabrielle. Elle ne va pas tarder à revêtir le statut de favorite royale. Cette Gabrielle, ça lui convient très bien, du reste, en dépit de son jeune âge, parce qu'il faut vous dire qu'elle n'a même pas 18 ans. Seulement, le nouveau roi, qui espère l'annulation de son mariage, a formé le projet un peu fou de l'épouser. Je dis un peu fou parce que Gabrielle, bien qu'issue d'une illustre famille, n'a évidemment pas le rang requis pour devenir reine de France. Elle n'est pas du tout la fille d'un monarque étranger. Au moment de la rencontre, donc à l'automne 1590, on est encore évidemment en plein dans les guerres de religion. Henri IV est en train de reconquérir le royaume. Il succède à Henri III qui n'a été assassiné que l'année précédente. Henri IV et son escorte, on ne saurait pas vraiment encore parler d'une cour, arrivent à Compiègne. Le grand écuyer de France, Roger de Saint-Lary de Bellegarde, lui demande l'autorisation d'aller faire un saut jusqu'au château de Queuvre, où semble résider une dame qui lui est chère. Cette tendre amante de monsieur de Bellegarde s'appelle Gabrielle d'Estrées. Il l'a rencontrée 6 mois plus tôt. Retour de la célèbre bataille d'Ivry, Henri IV avait envoyé Bellegarde à La Fère en Picardie pour aller passer un savon au gouverneur local qui s'était mal comporté. La ville à l'époque vient d'être prise par les ligueurs qui sont commandés par le duc de Mayenne, Charles de Mayenne. On dit que le gouverneur, je cite la chronique, était à se divertir en regardant danser et folâtrer des villageois. Effectivement, c'est peut-être pas l'attitude qu'on aurait attendue d'un représentant du roi sur place. Le gouverneur en question, il porte un nom qui tout de suite doit vous dire quelque chose. C'est Antoine d'Estrées, vous l'aurez compris, il est le père de Gabrielle. À l'époque, Bellegarde se rend donc au château de Queuvre, le gouverneur admet ses erreurs et après les remontrances d'usage, après tout, Bellegarde est venu pour ça, il est invité à dîner dans la salle des fêtes du château, on lui propose de rencontrer 2 des filles de monsieur d'Estrées. Et là, le regard du grand écuyer de France se pose sur une sorte de biche nommée Gabrielle, toute blonde, toute calme et même réservée. Il est vrai qu'elle n'a donc que 17 ans.
Bellegarde est roux, ce qui l'a fait surnommer feuille morte par Henri IV. On le dit hardi trousseur de jupons. Il faut dire qu'il a les épaules larges, la poitrine mince et le ventre plat. Autrement dit, pour l'époque, il est un véritable Apollon. À son retour auprès du roi, le grand écuyer, naturellement, se vante de sa bonne fortune. Bellegarde aurait dû se méfier avant comme ça de venir titiller la curiosité du nouveau souverain. Il est bavard, que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, tant pis pour lui. Il s'étend, si j'ose dire, sur les cheveux dorés de la jeune fille. Il décrit ses yeux d'un bleu envoûtant, ses lèvres d'un rouge enivrant et ses reins, sire, mais des reins, je ne vous dis que ça. Vraiment? Bassompierre nous le dit. Il parla si avantageusement de la beauté de sa maîtresse qu'il en fit le roi devenir amoureux. Vous devinez la suite sans peine, quand Bellegarde va demander l'autorisation d'aller passer au château de Queuvre afin de saluer sa maîtresse, Henri IV acceptera volontiers, à condition bien sûr de faire partie de l'escapade. Et c'est ainsi donc qu'en cet automne 1590, le roi, en personne entouré d'une trentaine de gentilshommes, est annoncé au château de Queuvre. Henri découvre la grande galerie aux lambris sculptés, certes, mais surtout, il découvre Gabrielle. Ce satané Bellegarde avait raison, le roi est sans voix. En fait, le grand écuyer était même très au-dessous de la vérité. Gabrielle est 100 fois plus désirable qu'il n'avait su le dire. Henri IV évoquera lui-même plus tard, je cite, « Ces cils noirs baissés, cette pudeur, cette tenue décente, si éloignée des manèges de toutes les grandes coquettes qui cherchaient ordinairement à plaire, tout ce charme ingénu, joint à une éblouissante beauté blanche et blonde, il est bouleversé, Henri IV. Et quand un roi est dans cet état, il n'y a rien à faire. Pour tout vous dire, Gabrielle d'Estrées n'est pas la première femme de la famille à faire chavirer comme ça le cœur d'un roi. Son arrière-grand-mère, Marie Gaudin, avait même beaucoup fréquenté François Ier, de près. Avec son mari légitime, elle a eu un enfant, Jean. Il s'est lui-même marié à Françoise Robertet, qui est la fille d'un ministre d'Henri II. Et parmi leurs 11 enfants, 7 filles, très libérées, ascètes et timorées, selon les termes de Michel de Decker. On les surnomme d'ailleurs les 7 péchés mortels. Maurice Andrieux, pour sa part, parlait de la race la plus fertile en femmes galantes qui ait jamais été en France. Parmi ces jolies femmes, Françoise Babou de la Bourdésière, ex-fille d'honneur de Marie Stuart et tenancière d'un clapier à putain, l'expression est garantie d'époque. Elle est finalement l'épouse d'Antoine d'Estrées. Ce sont donc les parents de Gabrielle. Celle-ci du reste a pour tante la marquise de Sourdis, réputée entremetteuse de haute volée. Vous voyez que question hérédité, Gabrielle ne craint personne. Pour tout vous dire, c'est elle-même qui, avant de croiser la destinée d'Henri IV, s'était fait une réputation dans le domaine des choses galantes. Son apparence pudique cachait en fait une nature qui ne l'était guère. Avec ses 5 sœurs et sa mère, nous dit Saint-Simon, qui consacrera de très nombreuses pages au duc de Vendôme, elles étaient belles, mariées, intrigante, et si j'en crois Philippe Erlanger, le château de Queuvre est considéré à l'époque comme, je cite, une sorte de mauvais lieu, une manière de maison de rendez-vous où les mères ne se font aucun scrupule de faire trafic de leurs filles. De Gabrielle, ajoute-t-il, on a dit que sa mère l'avait vendue une première fois à Henri III pour 6 000 écus, puis au financier Zamet, puis au cardinal de Guise. On est allé jusqu'à prétendre qu'elle avait été publique pour une pistole. Ai-je besoin d'insister dès lors sur le genre de la demoiselle? Et des musiques pour le mariage du roi. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la rencontre d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Alors vous l'avez compris, Gabrielle est d'une beauté étourdissante, mais ce n'est pas tout. Elle séduit aussi les hommes par son caractère. Elle est d'humeur toujours égale, c'est une femme douce, souriante, sereine, harmonieuse, jamais besoin d'être consolée. Seulement, elle est aussi le jouet de toute une coterie. Philippe Erlanger l'a écrit, je cite, « Pour profiter en commun des avantages de tous ordres que le crédit de la favorite pouvait procurer, tous ses parents, les Cheverny, les Sourdis, les d'Estrées, s'étaient groupés en une sorte de syndicat. » Henri IV n'en a que faire, il est complètement sous le charme. Je cite encore Maurice Andrieux. Henri IV fut engagé dans les plus grandes passions de sa vie par la curiosité, qui semble avoir été le plus suraliment de sa galanterie. 2 mois durant, le roi curieux va s'installer au château de Queuvre. Disons clairement qu'il ne peut plus se passer de la jeune femme, ce qui n'est pas sans poser de graves complications dans ces temps troublés de reconquête du royaume. Lorsque les événements l'obligent à se tenir trop loin
loin de Gabrielle, il lui écrit tous les jours. Mon Menon, l'appelle-t-il. C'est joli ça, mon Menon. Je ne vous verrai pas de 10 jours et c'est pour en mourir, dit-il. Il a rencontré en Gabrielle son idéal féminin, nous dit un historien. Elle n'était sans doute pas aussi jolie que le dit sa réputation et on comprend mal à voir ses portraits qu'elle est passée pour la plus belle femme du royaume. Mais son genre de beauté, blonde, fraîche et opulente, était très en faveur à l'époque. Bref, si vous me permettez de le dire avec nos mots, le roi est raide dingue de sa Gabrielle. La réciproque est-elle vraie ? Mais voilà qui tout de suite est moins sûr. Selon certains, la belle aurait joué pendant 8 ans la comédie de l'amour. Il est certain que pour Gabrielle et pour tout le syndicat d'Estrées, si j'ose dire, il y a très gros à gagner. Henri IV ne songe-t-il pas au mariage ? Il a évoqué la question avec Sully, qui à l'époque ne porte pas encore ce titre. Le roi tient à l'annulation de son vieux mariage stérile avec la reine Margot, qui à l'époque vit donc exilée à Husson. Dès lors, Gabrielle, si vous voulez, peut figurer au nombre des prétendantes. Sully tente de dissuader le roi, il essaie de lui ouvrir les yeux, de lui dire, enfin vous voyez bien que ça n'est pas possible, une telle union serait la risée de la France, et du reste, que ferait-on du fils aîné qui, à l'époque dont je vous parle, est déjà né maintenant, César de Vendôme? Est-ce que César de Vendôme deviendrait dauphin de France après être né bâtard dans une liaison adultérine? Vous avouerez que c'est difficile. Comment est-ce qu'il défendrait par la suite sa légitimité face à des frères éventuels qui, eux, seraient nés plus tard dans le mariage? Henri IV fait semblant de ne pas entendre les réserves de son principal ministre et il demande au cardinal de Médicis de hâter l'annulation de son mariage. Le légat pontifical, de son côté, a sa petite idée sur l'identité de la future reine de France. Ce pourrait être la nièce du grand-duc Ferdinand de Toscane, la petite jeune Marie de Médicis. Il laisse même entendre que si tel devait être le choix du roi, l'annulation, alors là pour le pape, ne serait qu'une simple formalité. Que Henri IV décide d'épouser Marie de Médicis et il a son annulation dans la journée, si j'ose dire. Henri IV est exaspéré de ce genre de chantage papal, lui qui est quand même, ne l'oubliez pas, qui a été pendant longtemps en tout cas le chef des Huguenots. Il contre-attaque, il charge son garde des Sceaux de porter au pape Clément VIII un message sans ambiguïté, ce sera Gabrielle et personne d'autre. Je ne l'estimerai pas moins que si elle me donnait de rechef la vie et à mon royaume aussi, dit-il. Tant j'ai besoin, avec mes sujets, d'être consolé de la guerre. Ben oui, pauvre Henri IV, il faut bien qu'il se console, enfin. Le 23 février 1599, donc après 8 années de mariage sans nuages, à l'occasion d'une fête au Louvre, Henri IV demande Gabrielle en mariage. Quand je dis sans nuages, en tout cas encore une fois, vu du côté du roi, c'est un peu moins vrai que ça en a l'air, et tout à l'heure, avec Michel de Decker, nous verrons quel coup de canif avait déjà été fait dans ce qui n'était pas tout à fait un contrat. Voici ce que nous dit Philippe Erlanger. Une de ces fêtes, il parle de la fête du Louvre, une de ces fêtes, un de ces spectacles plutôt dont nous ne pouvons même pas nous faire une idée, tant se mêlent les velours, les brocarts, les dentelles, les plumes, les ors, les pierreries, qui transforment les seigneurs et leurs épouses en personnages fabuleux. Sur les tables se dressent des montagnes de victuailles, les musiciens jouent du virginal, de la cithare, de la viole d'amour. Soudain, le roi Henri demande le silence. Je ne sais pas s'il tape sur un verre, à l'époque on ne devait pas faire ça. Étonnement dans l'assemblée, et le roi lui-même va mener Gabrielle au pied de l'estrade où un fauteuil a été placé à l'intention de la jeune femme. Il lui prend la main et il lui passe au doigt une bague ornée d'un gros diamant, et il déclare « Voici l'anneau de mon sacre, l'anneau... » Alors il le déclare sans doute avec son accent bernais. « Voici l'anneau de mon sacre, l'anneau de mes noces avec le royaume de France, je vous le donne. » Les spectateurs de la scène n'en reviennent pas. Cet anneau du sacre, dans le passé, n'avait jamais été porté par une femme, même pas par une reine de France. Nous célébrerons nos noces après Pâques à la Quasimodo, dit le roi. La Quasimodo, c'est donc le premier dimanche après Pâques. Vous pensez si Gabrielle est heureuse. Elle déclare « Il n'y a plus que Dieu ou la mort du roi pour m'empêcher d'être reine de France. Oh, le roi est heureux. Oh, Gabrielle est heureuse. Et les Estrées sont heureux. » Les Français, eux, le sont nettement moins déjà. Philippe Erlanger de nouveau.
Les Français ont de nouveau une fièvre ardente. Moins d'1 an après avoir mis fin aux troubles, le roi risque de les rallumer pour les beaux yeux d'une bagasse. Les bonnes gens remplissent les églises, supplient Dieu de ne pas permettre le retour de leurs épreuves. Beaucoup d'autres n'hésitent pas à se tourner vers le diable, dont le pouvoir sur les esprits n'a jamais été si grand. Henri comprend la menace et se prépare à ses noces comme à une guerre civile. Il a soin de bien tenir les villes, les places fortes. Il sera dit décidément que rien dans la vie de ce pauvre Henri ne se passera normalement et de façon tranquille. Au cœur de l'histoire. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la favorite d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées. Alors ce qu'il faut vous dire, Céline, c'est qu'au moment de cette fameuse demande en mariage, là, qui a lieu lors de la grande fête du Louvre, Gabrielle est enceinte. Elle est enceinte du 4e enfant qu'elle va donner au roi. Sa grossesse est même très avancée. Alors, comment concilier ça avec un mariage ? Gabrielle, qui croit beaucoup au surnaturel, comme la plupart de ses contemporains, consulte les astrologues, les mages, les devineresses. Aucune ne lui dit ce qu'elle voudrait entendre. On lui prédit, je cite, qu'elle ne doit jamais être mariée qu'une seule fois, qu'elle périra assez jeune ou encore qu'elle touchera du bout du doigt à son dessein, mais qu'un petit enfant l'empêchera d'y parvenir. Pas vraiment de quoi se réjouir. De son côté, le pape est furieux. N'oubliez pas qu'on est dans ce contexte de la signature de l'édit de Nantes en avril 1598, c'est-à-dire que l'Église a de bonnes raisons d'en vouloir au roi de France Henri IV. Le pape ordonne un jeûne général, des prières dans toutes les églises afin que Dieu finisse par éclairer le roi de France. C'était comme ça qu'on parlait à l'époque. À 2 mois de l'accouchement, nous sommes le 21 mars 1599, Gabrielle quitte Paris avec la cour pour Fontainebleau et en raison de son état, évidemment, le convoi avance lentement, le voyage va prendre beaucoup plus longtemps que d'habitude, la semaine sainte approche, le roi peut-il vivre à ce point dans le péché ? Il va renoncer à faire célébrer le mariage le jour de la Quasimodo et il déclare que la cour passera les Pâques à Fontainebleau. Quant à Gabrielle, elle pourrait fort bien se rendre, n'est-ce pas, en son château de Monceau, à moins même qu'elle n'aille passer la semaine sainte à Paris, ce qui prouverait la sincérité et l'ardeur de sa dévotion. Contre toute attente, Henri IV va pousser en ce sens. Il faut vous dire qu'autour de lui, évidemment, la pression est très forte. Vous imaginez l'angoisse, les supplications de la favorite, peu importe, le roi ne cède pas. Le lundi 5 avril, la voilà donc qui quitte Fontainebleau, allongée, souffrante, dans sa litière de velours noir, doublée de velours orange. Henri va l'accompagner à cheval jusqu'à Melun. Ils passent la nuit ensemble, sans savoir évidemment que c'est la dernière nuit qu'ils partageront. Peut-être que Gabrielle en a l'intuition, puisqu'après tout, elle parle au roi comme si elle ne devait jamais le revoir. Elle lui recommande son César, son Alexandre, son Henriette, ses bâtiments de Monceau et ses pauvres serviteurs. Le roi, plus ou moins éloigné des bras de sa maîtresse par plusieurs gentilshommes, va reprendre le chemin de Fontainebleau. On sent bien qu'il retient des larmes. Gabrielle, de son côté, monte dans le bateau qui va descendre la Marne. Elle arrivera à Paris à 3 heures de relevée. Nous dirions nous aujourd'hui à 15 heures. Elle accoste devant l'Arsenal avant de rejoindre la rue de la Cerisay et la célèbre maison du valet Zamet qui a été chargé de la choyer. Quand je dis valet, homme de confiance serait plus juste. On lui donne un repas, de légers divertissements, mais Gabrielle repousse tout ça du revers de la main. Elle a le sentiment que tout va mal. Elle se dit qu'elle a gâché sa vie, elle que jalouse toutes les femmes du royaume au même moment. Elle ne veut pas dormir chez Zamet sans le roi. Elle se fait conduire à la nuit tombée chez sa tante Sourdis, qui justement est absente. Et le mercredi saint, Gabrielle se rend à l'office des ténèbres dans la chapelle du Petit Saint-Antoine, qui est très bien fréquentée. Elle porte une belle robe, des bijoux qui ne passent pas inaperçus, évidemment. Son collier représente les 7 planètes en or, diamant et rubis, vous imaginez. Le soir, elle soupe encore chez Zamet. Elle avale notamment un citron dont le goût, fait-elle remarquer, lui paraît bizarre. Tiens. Après le souper, elle se promène dans les jardins quand elle ressent un terrible feu au gosier et des tranchées à l'estomac. Elle s'évanouit, on la porte à l'hôtel de Sourdis. Elle écrit à sa tante « Je vous conjure de me venir trouver si vous voulez me voir vivre ».
au matin du jeudi saint. Elle assiste tout de même encore à la messe à Saint-Germain-l'Auxerrois et après le dîner, c'est-à-dire ce que nous appellerions nous le déjeuner, elle se couche. À 4h de l'après-midi, elle est saisie des douleurs les plus terribles au bas-ventre. On prévient le roi qui n'y croit pas. Après tout, Gabrielle est tellement comédienne. Le lendemain, 3 courriers vont arriver successivement à Fontainebleau. Chacun plus alarmant que le précédent. Henri IV, cette fois, se met quand même en route. Gabrielle accouche à 7 mois seulement de grossesse. Affreux accouchement, selon le procès-verbal, par morceaux et lopins. Je n'entre pas dans les détails. On lui fait tout ce qu'on peut, des saignées, des lavements. La malheureuse a perdu la parole et puis peu à peu, Louis l'a vue. Et bientôt le mouvement. Plusieurs gentilshommes interceptent le roi à Villejuif. L'un d'eux, craignant que Henri IV, dans sa douleur, ne fasse un mariage précipité, le supplie de ne pas aller au chevet de Gabrielle, de rebrousser chemin. Le valet de chambre Beringen ajoute « Madame la Duchesse est devenue aveugle et sourde. Elle se frappe elle-même le visage et tout le corps. Les médecins, les chirurgiens, les apothicaires ne comprennent pas la violence de son mal. » Le roi ordonne qu'on lui envoie son médecin personnel, la Rivière, et contre toute attente, eh bien, il reprend le chemin de Fontainebleau. Après 12 heures de souffrance indescriptible, Gabrielle va donc finir par mourir. Son visage si beau encore quelques jours plus tôt est devenu absolument hideux. Vous connaissez la célèbre page qu'en a tirée Michelet. Elle vivait encore à ce moment, mais déjà défigurée, les yeux chavirés, le cou tordu, la tête tournée sur l'épaule, si affreuse qu'on l'eût dit morte d'un mois. Elle est enfin libérée à l'aube du samedi saint, à 6h du matin, et le 10 avril 1599 donc. À la cour, forcément, on parle de poison. Et si le fameux citron avait été empoisonné, difficile de trancher la question. Je vais poser la question, évidemment, à Michel de Decker. Ce qui est certain en attendant, c'est que très bientôt, Henri IV, s'il n'a pas vraiment oublié Gabrielle, aura en tout cas épousé Marie de Médicis. Bonjour Michel de Decker. Alors, bonjour. Est-ce que notre Gabrielle a été empoisonnée? Et puis au-delà de ça, quelles étaient ses intentions? Quelles étaient les intentions de la coterie qui l'entourait? Comment Henri IV a-t-il pu se laisser entraîner dans toute cette affaire? Nous allons revenir sur un certain nombre des plus grandes énigmes, des meilleurs mystères de notre histoire dans un instant en votre compagnie. Extrait des musiques pour le mariage du roi. Vous nous parlez dans Cœur de l'Histoire cet après-midi, Franck Ferrand, de Gabrielle d'Estrées, avec votre invité Michel de Decker, historien, auteur de Gabrielle d'Estrées, Le grand amour de Henri IV, aux éditions Pygmalion. Alors Michel de Decker, est-ce que oui ou non Gabrielle d'Estrées a été empoisonnée? Est-ce que le fameux petit citron auquel elle avait trouvé un cire, voilà, c'est ça, auquel elle avait trouvé un drôle de goût, l'aurait expédié dans la tombe? Moi, je suis convaincu du contraire. Voilà déjà un mystère de réglé. Alors au suivant. Non, manifestement, elle souffre. Elle est morte d'une crise d'éclampsie puerpérale, c'est-à-dire une crise d'albumine. Elle est empoisonnée, oui, mais par l'albumine. Et c'était assez fréquent, vous savez, à ce moment-là, pour une femme enceinte, ces crises d'albumine qui étaient quelque chose d'absolument horrible. On était tétanisé, les membres raidissaient, la peau noircissait, tous les symptômes d'un empoisonnement, mais c'est un poison, l'albumine. Avec en plus, évidemment, un contexte extrêmement compliqué. Le roi vient de déclarer qu'il allait l'épouser. Elle sait qu'elle a la cour, la France, l'Europe et même la papauté contre elle dans cette affaire. C'est une course de vitesse. On l'oblige à faire ce voyage jusqu'à Fontainebleau alors elle a presque 7 mois de grossesse de fait. Ensuite, on lui réimposer le deuxième voyage alors que par voie fluviale jusqu'à Paris. Et tout ça, évidemment, n'a pas dû aider, probablement. La dernière nuit passée à Melan, c'est une nuit de cauchemar. Ça s'est très mal passé. Elle se met à délirer, en fait. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, parce que Gabrielle est une femme qui avait très bien vécu ses 3 premières grossesses, et la dernière se passe mal. Elle est pleine de pressentiments, elle est pleine d'angoisse. Le roi, lui aussi, la sent très inquiète. Donc l'ambiance n'est pas au beau fixe. Mais elle se dit, je vais aller chez ma tante, la chère Isabelle de Sourdis. Là, j'ai toujours été... C'est d'ailleurs sa tante qui l'a élevée. Toute petite, elle a été protégée par Madame de Sourdis, puisque la maman Françoise Babou de la Bourlésière était partie se faire assassiner en Auvergne avec un de ses amants. Donc elle a été élevée par sa tante. Et elle était en sécurité chez sa tante. Elle était également en sécurité chez Zamet, parce que Zamet était véritablement un grand ami, cet ancien petit cordonnier devenu milliardaire. Fascinante destinée. Formidable. Oui. Était un grand ami de la famille. On ne le voit difficilement pétri de mauvaises intentions pour la petite Gabrielle. Bon, on est allé même après, on a dit que sur le
Sully serait à l'origine dans l'empoisonnement. Je pense que Sully est inoffensif de ce côté-là. Il est très offensif financièrement parlant, mais pas de ce côté méchant. Il n'a pas un côté méchant. On a dit qu'Henri IV lui-même... C'est peut-être pas une question de méchanceté non plus. Ça pourrait être une question de politique, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que le mariage d'Henri IV avec cette femme légère, issue certes d'une bonne lignée, mais pas du tout du rang royal, petite noblesse, aurait été un considérable scandale, sans parler des effets diplomatiques de l'affaire par rapport au mariage tout à fait rêvé avec Marie de Médicis, bien entendu. Et il est évident que le roi aurait été bigame pendant quelque temps, pour commencer, jusqu'à ce que Clément VIII décide... On avait vu ça avec Henri VIII d'Angleterre, mais là, on pourrait presque dire que d'une certaine manière, Henri IV était en train de prendre un peu le même chemin, en fait. Tout à fait. Il devenait bigame. Il épousait donc la petite Gabrielle, alors que la reine Margot, du haut de sa citadelle d'Usson, refusait désespérément le divorce, le mariage avec Gabrielle qu'elle considérait comme moins que rien, et que l'on appelait d'ailleurs de toute la France, la surnommait la putain d'ordure, ce qui n'est pas rien tout de même. C'est pas formidable. Et puis d'autre part, comme surnom. et puis d'autre part, Margot faisait chanter Henri IV. Elle voulait des pensions alimentaires très consistantes. Elle ne voulait pas se laisser manger le divorce dans la main comme ça. On verra quelques années plus tard Henri IV complètement fou d'amour pour Charlotte de Montmorency. Ce sera son dernier amour, qui est à 14 ans et demi, entre parenthèses. Oui. Mais il a comme ça, c'est un petit côté cœur d'artichaut chez ce roi. C'est le moins qu'on puisse en dire. Mais je crois qu'il a quand même été pendant 10 ans très épris de Gabrielle. Bon, il est évident que quand il a découvert la petite Charlotte, tout à fait en 1610, à la fin de sa carrière, ça l'a changé tout de même un peu de la Médicis, qui n'était pas très souriante et très prime sautière. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, cette Gabrielle d'Estrées, nous allons revivre son parcours, bien entendu, en insistant justement sur tout le côté planifier des choses, parce que elle est bien issue d'une famille, je me suis permis de le dire, mais je pense qu'il faut le souligner, elle est bien issue d'une famille qui fait quasiment commerce des belles femmes dont elle est prodigue. Oui, Antoine de Queuvre est le premier surpris d'ailleurs, parce qu'il a 2 fils, mais il a quand même 6 filles, et puis cette maman Françoise qui a la cuisse plus que l'est, si je puis dire, et qui enseigne à ses filles la galanterie, il faut l'avouer, puisque en effet, la maman et les 6 filles étaient surnommées les 7 péchés capitaux. Oui. Après, ce sera les 7 péchés mortels. Ça, c'est Saint-Simon qui les rebaptisera les 7 péchés mortels. Oui, voilà. Mais les 7 péchés capitaux, ce qui veut tout dire. Et elles étaient en effet bien chapeautées, bien programmées par la famille. Et à partir du moment où, on le sait, Henri IV découvre, grâce à Bellegarde, au grand écuyer, Monsieur Legrand, comme il l'appelait, cette jolie petite caillette qui était Gabrielle d'Estrées, il lui dit à Bellegarde, bon, mon siège est fait, vous disparaissez de notre vie, c'est moi qui l'aime dorénavant. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est quand même affreux. Ça ne s'est pas fait tout seul, évidemment, parce que Gabrielle était très éprise de feuilles mortes de Bellegarde. Henri IV disait d'ailleurs, avec un clin d'œil aigriard, « Oh, Bellegarde, les beaux fourreaux », disait-il. Ce qui était assez significatif. Et il savait que même vivant avec Gabrielle, elle continuait sa liaison pendant quelques années avec Bellegarde. Comme c'est complexe cette histoire. C'est-à-dire que c'est Bellegarde qui est tombé amoureux d'elle. Elle, le moins qu'on puisse dire est qu'elle a répondu à cet amour, mais entre-temps vient s'interposer ce roi vieillissant. On ne dit pas non au roi, bien entendu. D'autant plus qu'autour d'elle, il y a une famille il y a des subsides qui vont tomber, il va y avoir des pensions, des nominations, tout un tas de choses comme ça. Alors on sait qu'Henri IV l'a trompé pas mal, cette Gabrielle d'Estrées, faut être honnête. Mais il semblerait qu'elle l'a trompé elle aussi. C'est ça, avec Bellegarde essentiellement. Parce que on connaît cette scène merveilleuse. Henri IV revient un jour. C'est à Compiègne, ça. C'est à Compiègne, au château, et bondit vers l'alcôve de Gabrielle, et puis lui rend les hommages. Et puis il y avait sur le chevet, sur la table de nuit, un petit pot de fruits confits, et il en prend quelques-uns qu'il avale goulûment, et il en jette sous le sommier. Elle lui dit, mais enfin, que faites-vous ? Oh, il faut que tout le monde vive, dit-il. Ce qui était il savait qu'il y avait quelqu'un sous le lit, sous le matelas. Il y a quand même quelque chose de gaillard chez Henri IV. Toujours mais cette espèce de jovialité, de truculence qui a fait du reste la popularité du personnage dans l'historiographie française, on a l'impression qu'elle cache toujours un fond d'aigreur, de complexité. Ça n'est pas toujours si plaisant finalement comme situation. Vous savez, il avait commencé d'ailleurs par être rejeté comme un malpropre qu'il était d'ailleurs au sens clair du terme. Je disais ça pour commencer. Parce que quand la première entrevue, Gabrielle a été complètement
complètement sidérée. Horrifiée, Oui, elle disait qu'il sentait de l'aile et du gousset. On voit très bien quelles sont les parties morphologiques de l'individu. Et par la suite, d'ailleurs, craignant un camouflet, la deuxième fois où il arrive au château, il se déguise. Il appelle un bûcheron qu'il rencontre dans le chemin. Il lui dit au bûcheron, donne-moi ton costume. Et le bûcheron lui dit, mais attendez, je suis sale, vous allez sentir l'ours et le renard. Il dit, l'ours est puissant et le renard rusé, lui répond Henri IV, qui bondit et qui se présente comme le vieux bûcheron devant Gabriel. Oui, voilà, on est quand même dans une espèce d'aventure galante, de tourbillon, de plaisir et de choses lestes, en vérité. Mais elle va se faire désirer pendant des années, pendant 3 ou 4 ans, jusqu'au siège de Chartres et puis le couronnement de Chartres. C'est bien de parler du siège, du couronnement, etc. C'est qu'il faut pas oublier que, puisqu'Henri IV la rencontre alors qu'il vient tout juste de monter sur le trône, qu'il n'est bien sûr pas encore sacré, on est moins d'1 an au moment de la rencontre après la mort du roi Henri III. Donc Henri IV a tout son royaume à reconquérir et les belles années de ce qui ne sera sûrement pas un grand amour partagé, mais de ce qui, on l'a compris, reste quand même une belle aventure galante. Les grandes années sont celles d'une guerre de religion. Ce sont des années de champ de bataille, de bivouac. Gabriel est obligé de le suivre régulièrement, d'avoir son campement non loin du roi. C'est d'ailleurs pour ça que elle va le pousser progressivement. Premièrement, à se convertir en 93. Elle va lui dire, écoutez, ça suffit, il faut quand même, maintenant que vous allez être roi, ou que vous êtes roi. Paris vaut bien une messe. Absolument. Et ensuite, elle va lui dire, toujours sur les champs de bataille, je suis toujours très inquiète, quoi qu'il arrive, si on arrêtait cette guerre définitivement, trouver un terrain d'entente entre les catholiques et les huguenots. Et insidieusement, elle va l'amener à promulguer ce merveilleux édit de Nantes, et qui va entraîner la paix, naturellement. Vous êtes en train de me dire que c'est Gabriel d'Estrée qui est à l'origine de l'édit de Nantes? Je suis convaincu que Gabriel a été la clé de voûte de cet édit de Nantes dans l'esprit d'Henri IV. Elle l'a poussé, elle lui répétait tous les jours, mais regardez, si nous étions en paix, si les catholiques ne fracassaient pas les huguenots et réciproquement. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans la tête d'Henri IV, et arrivé à Nantes, il a décidé, après avoir trompé Gabriel avec la fille d'un pasteur d'ailleurs, il a quand même décidé donc de signer cet édit de Nantes merveilleux. Il faut rappeler ce que pour nos plus jeunes auditeurs, l'édit de Nantes, c'est cet acte de tolérance du culte protestant en France, qui sera donc révoqué beaucoup plus tard en 1685 par le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV en fait. Par Louis XIV, et peut-être aidé lui à sa manière par Madame de Maintenon. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Gabriel d'Estrée, avec votre invité Michel de Decker, historien, auteur de Gabriel d'Estrée, Le grand amour de Henri IV aux éditions Pygmalion. Alors Michel de Decker, il faut peut-être que nous décrivions un peu cette Gabrielle d'Estrée, dont on peut dire d'ailleurs que les portraits sont tous un peu différents. Je me suis amusé en préparant cette émission à essayer de voir, parce qu'il faut toujours s'imprégner du personnage dont on parle, et il n'y a quasiment pas de tableau identique. Il est presque un petit peu difficile parfois de la reconnaître en fait. Le visage se modifie sur les... Mais la morphologie générale est assez... Alors c'est-à-dire que c'est une réussite quand même. C'est vrai qu'on connaît son anatomie quasiment intime grâce à ce merveilleux tableau qui est la baignoire dans laquelle elle est installée en train de titiller le téton de sa sœur Diane, et elles sont l'une et l'autre parfaitement nues et tout à fait agréable à regarder. Mais vous savez, Henri IV était un fin gourmet, si je puis dire. Il aimait les jolies femmes, un connaisseur. Oui. Alors elle était de peau et de cheveux blonds, il faut dire, un petit peu grassouillette, de plus en plus d'ailleurs. Un peu laiteuse. D'ailleurs, on disait que c'était une Vénus picarde aux rondeurs flamandes. Oh, comme c'est joliment dit. Et c'est vrai qu'elle était faite à peindre, comme on disait aussi à cette époque. Elle avait cette douceur de caractère qui correspondait assez bien à la rondeur des formes, en quelque sorte. Mais elle serait devenue un modèle pour Rubens, si elle eût vieilli, évidemment. Alors, comment expliquer qu'un tempérament aussi clément, aussi doux, ait pu devenir une sorte de modèle d'ambition, en quelque sorte? Est-ce que, finalement, on la poussait pas un petit peu? Oui, mais il est évident que son papa, et puis sa tante... Si je puis dire, il y avait du vent dans les voiles. Et Madame de Sourdis lui ont dit, écoute, tu es l'avenir de la famille, il faut quand même... maintenant, tu as cette responsabilité, il faut que tu entretiennes tout le monde. Donc, elle s'est sentie investie de cette tâche, et elle a obtenu pratiquement tout du roi Henri IV, d'être nommée marquise de Sceaux, marquise de Monceau, à côté de... Ce merveilleux château de Monceau, malheureusement ruiné aujourd'hui, sauf quelques pavillons.
avant d'être nommée duchesse de Beaufort. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'elle a été mariée, justement. Et oui, parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de la voyante qui lui disait qu'elle ne connaîtrait qu'un mariage pour elle, oui. La difficulté, c'est que le mariage en question, il avait déjà eu lieu. Et oui, et pourquoi est-ce qu'il avait eu lieu? Parce que célibataire, demoiselle, elle ne pouvait pas être à la cour, vivre à la cour, suivre le roi sur les champs de bataille, dans les bivouacs, elle ne pouvait pas être présentée. Donc il fallait qu'elle fût mariée. Alors le roi a réfléchi, il s'est renseigné, il a trouvé un individu un peu sinistre, pas très élégant, qui s'appelle Monsieur de Liancourt, et il portait bien son nom, paraît-il, baron de Bennay, et elle va l'épouser. Alors, dans l'espoir que ce soit un mariage blanc, naturellement. Mais au moment de l'annulation de ce mariage, parce que une fois devenue madame, on allait très vite faire annuler ce mariage pour qu'elle pût, et puis notamment pour protéger les enfants que Monsieur de Liancourt aurait pu réclamer. Mais Monsieur de Liancourt insistera, dit mais pas du tout, ça n'a pas été un mariage blanc, ça a été un mariage gris, disait-il. Oui. Donc, elle aura, finalement connu aucun vrai beau mariage. Non, elle n'a pas eu le temps. Le premier est un faux mariage et le second n'aura finalement pas quelques jours près. Alors, pourquoi Henri IV va-t-il faire cette déclaration publique? Va-t-il promettre le mariage? On sait qu'il a signé des actes aussi, c'est important ça. Eh bien, je crois que c'est parce que il y avait la conjuration ou la conspiration Médicis, tout le monde l'accablait, on l'exaspérait. Absolument. Tout le monde était là, Sully en tête, en disant vous allez épouser la Médicis parce que c'est un banquier, elle a pu râler les dettes du royaume, etc., etc. Bon, mais d'abord il avait reçu des portraits de la Médicis, c'était pas du tout sa tasse de thé, les petits portraits qu'il avait pu regarder. Donc il voulait épouser la petite Gabrielle et puis bon, il a aussi la petite Gabrielle qui avait 28 ans de moins que lui quand même, il faut le dire. Absolument, qui avait 28 ans de moins que lui et trois grossesses déjà, car elle était déjà maman à 3 reprises. C'est ça. Venons-en aux enfants, j'ai envie de dire célèbres enfants. Si je me suis permis tout à l'heure dans le récit de citer un certain nombre de fois Saint-Simon, c'est que Saint-Simon parle beaucoup dans ses mémoires de Gabrielle d'Estrées, non pas pour Gabrielle elle-même, mais parce qu'elle est la mère de celui qui, pour Saint-Simon, constitue à peu près l'abomination suprême, c'est sa tête de Turc, si l'on peut dire, c'est César de Vendôme, personnage extraordinaire, l'aîné. Oui. Hein. Dont on craignait, Henri IV craignait qu'il fût le fils de Bellegarde, d'ailleurs. Et il s'est précipité. C'est possible, du reste. Oui, mais il ressemblait quand même à son père. Il avait un côté Bourbon. Oui, tout à fait. Et il s'est d'ailleurs précipité dès la naissance pour voir s'il n'avait pas le cheveu roux, évidemment. Et Dieu soit loué, il n'était pas rouquin. On ose imaginer ce qui serait passé si ça avait été le cas, vous imaginez. Ensuite, il a eu une petite fille, Catherine Henriette. Alors oui, César, il faut quand même insister un peu sur ce personnage qui a été quand même, qu'on le veuille ou non. Alors, lui n'aimait pas les femmes, il aimait les garçons et même il avait un véritable harem autour de lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il deviendra un des grands capitaines du royaume, un des plus grands soldats d'Europe. Absolument, et un grand conspirateur également, parce que il avait été élevé, Henri IV élevait tout le monde au château vieux de Saint-Germain, ces petits bâtards, les Louis XIII, enfin le futur Louis XIII, les enfants légitimes de Marie, tout ça a été dans la même salle, dans la même nurserie. Le futur Louis XIII ne supportait pas d'ailleurs cette promiscuité. Il disait des 3 petits de Gabrielle d'Estrées que c'était les enfants de la putain à chien, disait-il. Oui, l'ambiance était très bonne. C'est quand même extravagant qu'il y ait eu cette très grande haine entre les demi-frères et demi-sœurs. Comment expliquer que Louis XIII était... Parce qu'il a été élevé peut-être par sa mère dans la haine de ses enfants. Manifestement. Voilà. Et donc, il y aura la petite Catherine Henriette, qui a pour... Mademoiselle de Vendôme, qui naît à Rouen. Alors bon, au diable les conventions. Où naît-elle? Eh bien, au cœur d'une abbaye, entourée par les moines de l'abbaye de Saint-Ouen. Henri IV n'en a rien à faire. Pour une fois, on n'entend pas le chant grégorien, mais les hurlements du bébé. Et puis le troisième, Alexandre, qui deviendra le grand prieur, lui. Alors, il faut insister un peu sur Catherine Henriette, personnage là encore très très intéressant. Elle a été mariée ensuite au duc de Lorraine et comte d'Harcourt. C'est une figure. Ce sont des grandes familles qui vont naître aussi grâce puisque elle vit jusqu'en 1663. Oui, elle a quand même connu un certain nombre de générations à la suite de son papa et de sa maman. Alors quant au dernier, celui qu'on appelle le chevalier de Vendôme, lui il entrera dans les ordres. Il entrera dans les ordres, mais il conspirera également. Alexandre. Et ils sont arrêtés parce qu'il y a 2 conspirations. Il y a la fameuse conspiration de Chalais
que César organise contre, naturellement, la Médicis, mais surtout contre Richelieu. Il voudrait essayer d'anéantir Richelieu et de prendre ensuite la régence, lui. Bon, ça ne s'est pas fait. Oui, mais là encore... Il a été enfermé à Vincennes pendant des années et des années. Hein. Les deux fils de Gabriel auraient pu mourir de faim dans la forteresse de Vincennes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont pas connu leur mère, ou quasiment pas, puisque très peu. César est né en 94, Catherine Henriette en 1596, oui. Et le petit dernier, alors lui, il était carrément au berceau au moment de la mort de sa mère, puisqu'il est né en 1598. Oui. C'est-à-dire un an, même pas un an d'ailleurs, avant la mort de sa mère. Et comme on l'a vu tout à l'heure que Gabrielle suivait constamment son mari sur les champs de bataille ou dans telle ou telle place forte, donc elle n'avait pas ses enfants à demeure et ils n'ont pratiquement pas été élevés par Gabrielle. Ce que ça nous apprend tout ça, c'est un certain nombre d'éléments sur Henri IV lui-même. Finalement, ce personnage, alors j'ai eu l'occasion de le faire au moment où on a parlé du 4e centenaire de la mort d'Henri IV, c'était il y a déjà 4 ans, le temps passe, m'étais permis d'émettre quelques doutes sur un certain nombre des qualités réputées d'Henri IV, mais c'est un personnage qui se soucie fort peu des conventions et qui a quand même une singulière tendance à faire plier les lois, les principes, l'ordre des choses à sa volonté, à ses plaisirs. Je parlais tout à l'heure d'Henri VIII d'Angleterre, c'est très difficile de ne pas souvent établir des parallèles entre les deux personnages. Il n'en faisait qu'à sa tête. Le fameux Conseil des ministres n'existait pas. Hein. Il rencontrait tel ou tel ministre dans les jardins du Louvre et c'est lui qui donnait des conseils. Hein. Il n'écoutait pas. C'est quand même quelqu'un de très autoritaire. Mais c'est-à-dire qu'on a toujours dans Henri IV l'image du bon roi débonnaire, n'est-ce pas, la poule au pot, etc. Enfin, bon, mais enfin dans la pratique, la poule au pot, sujet qu'il connaissait bien. C'est quand même un personnage d'une autorité phénoménale. Oui, un peu tyrannique, incontestablement aussi. Si l'on reprend l'histoire de Gabriel d'Estrées, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début ? On a vu un roi égrillard qui passe son temps, alors qu'il vit loin de sa femme. Bon, en même temps, c'était un mariage complètement arrangé avec Margot, hein, mais qui passe son temps à trousser des jeunes filles quasi prépubères en permanence, qui vole à l'un de ses confidents et meilleurs amis, il lui vole sa maîtresse, il la lui impose, ce qui est tout à fait incroyable, qui mouche tous ceux qui voudraient s'y opposer, qui n'écoute pas les conseils de gens aussi brillants que Sully, etc., qui va risquer l'avenir même de son royaume et les relations qu'il doit entretenir et qui sont pourtant très complexes avec la papauté pour une simple affaire de cœur. Enfin, je veux pas être trop accablant, mais si l'on prend du début à la fin l'attitude d'Henri IV dans l'affaire Gabriel d'Estrées et les promesses qu'il lui fait, les actes inconsidérés qu'il va jusqu'à écrire et signer, ce qui d'ailleurs par la suite va lui poser un certain nombre de problèmes, le risque qu'il prend avec ses enfants bâtards qui pourraient évidemment devenir des concurrents, c'est ce qui va se passer. Vous nous parlez de la conspiration de Chalais et à laquelle participe effectivement César de Vendôme. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Chalais qui est né Talleyrand de Périgord. Oui, par ailleurs, oui, c'était un Talleyrand avant l'heure, si je puis dire. D'une façon générale, on a l'impression que ce roi, si pertinent, si intelligent, si juste soit-il dans son approche des affaires de la France, n'en fait qu'à sa tête, effectivement, et qu'il prend constamment de grands risques. Oui, et puis dans l'intimité, il ne va pas être facile à vivre, c'est incontestable. Mais on sait que... Donc, c'est avec les enfants de Gabriel qu'il joue à quatre pattes. Hein, oui, quand on le voit, ils sont sur ses épaules, il trotte sur le tapis. Oui, tout à fait. Non, c'est un très bon papa. C'est un grand amoureux, parce que quand il est amoureux, il est véritablement amoureux fou. Et il écrit des lettres d'amour merveilleuses. Ce sont des chefs-d'œuvre. Vous savez, on a aux Archives nationales une vingtaine de très jolies lettres adressées à Gabriel. Ce sont de petits chefs-d'œuvre. Mon doux menon, mes jolis monts de lait, je baise 100 000 fois vos petons, etc. Enfin, c'est d'une beauté, d'une fraîcheur tout à fait inouïe. Arrêtez-moi si je me trompe, Michel de Decker, mais j'avais presque envie de dire tout à l'heure, alors allons-y, puisque après tout ce que nous avons dit maintenant, j'ai envie de dire, nos auditeurs sont armés pour entendre ce que je vais dire. Gabriel d'Estrées a conservé dans l'histoire l'image d'une femme intéressée, cupide, extrêmement manœuvrière, mais en vérité, il semble bien, me semble-t-il, à vous entendre, à étudier tout ça, je me demande si ça n'est pas le roi qui a presque devancé ses ambitions et qu'il l'aurait, en quelque sorte, de lui-même poussé sur la mauvaise pente.
Mais je crois que Henri IV tenait à sa Gabrielle. Donc quand il sentait que le vent du boulet allait passer à proximité de la belle amante qu'elle était, eh bien il la protégeait, il la garantissait, il lui a donné un titre de duchesse, et il envisageait de l'épouser, etc. Donc il se protégeait et il la protégeait. Et c'est un cercle vicieux, naturellement, et ils étaient l'un et l'autre dans ce mouvement, et ça nous aurait amené donc à la bigamie du roi, cette affaire-là. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui va, notamment au 19e siècle, passer pour une des plus belles histoires d'amour de notre histoire, était une histoire d'amour assez peu partagée, somme toute, et qui se fait sur fond de tromperie, d'angoisse, et même, on peut le dire, de désespoir et de mort, puisque la mort de Gabrielle d'Estrées est un des pires épisodes de l'histoire du règne d'Henri IV. Hein. Oui, on comprend que Michelet ait pu faire des descriptions horribles comme il aimait les faire, oui. parce que c'est vrai que c'est une chose abominable, que cette mort, après l'agonie de la semaine sainte, hein, tout se passe dans la semaine sainte, qui plus est le vendredi, c'est le vendredi qu'elle est condamnée à mort. Il y a un côté Don Juan avant la lettre, dans cette extraordinaire tragédie de la mort de Gabrielle d'Estrées. Gabrielle d'Estrées, le grand amour de Henri IV, de Michel de Decker, bien entendu, c'est aux éditions Pygmalion. Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Noémie. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine des bougies d'anniversaire. Ah, ça c'est très intéressant parce que c'est à la fois très ancien, ça se perd dans la nuit des temps, et en même temps vous allez voir que ce principe qui consiste à souffler des bougies sur un gâteau, ça en revanche c'est très récent, c'est même pas historique en vérité. Le mot anniversaire, ça vient d'anniversarius, hein, alors c'est assez simple, annus l'année, et vertere qui veut dire avoir pour objet retourner. L'anniversaire, si vous voulez au sens propre, c'est la célébration de l'année, alors de l'année dont on parle en quelque sorte. Chez les Romains, on célébrait déjà l'anniversaire du pater familias, du père de famille, en allumant des bougies. Donc vous voyez que ça c'est très vieux. C'était la lumière de ces bougies était censée protéger la personne du mauvais sort, lui donner chance. De même d'ailleurs un peu avant ça encore chez les Grecs, on avait eu coutume de porter en l'honneur du père de famille de la même façon des bougies jusqu'au temple d'Artémis qui était déesse de la naissance. Bon, jusqu'au IVe siècle, comme souvent, la tradition chrétienne va rejeter ce genre de fête, parce que la fête d'anniversaire, c'est une fête païenne. Hein. Dans le calendrier chrétien, on célèbre les saints. Dans les familles très catholiques, encore aujourd'hui, on a tendance à célébrer davantage la fête, c'est-à-dire le jour du saint, que l'anniversaire lui-même, qui est une fête, disons, globalement païenne. Alors, pourquoi souffler des bougies ? Il semblerait, pour autant qu'on le sache, que pendant très longtemps, c'était un moyen de prouver qu'on était en pleine forme. Vous savez, le souffle est considéré, jusqu'à une période récente, comme le symbole même de la vie. Alors quand vous avez des personnes qui vieillissent notamment, le fait d'avoir du souffle, ça veut dire qu'on est encore en pleine santé. Et donc pouvoir souffler la bougie, ça prouve qu'on est encore bien et alerte d'une certaine manière. Le gâteau lui-même, alors ça c'est une tradition beaucoup plus récente, ça date du 19e siècle, ça vient comme beaucoup de toutes ces traditions, ça nous vient de l'Allemagne, des pays protestants, etc. Au départ c'était des fêtes destinées uniquement aux enfants, et puis petit à petit on a présenté des gâteaux avec des bougies à des enfants de plus en plus grands et à des adultes, et ça s'est généralisé, mais au 20e siècle seulement. D'ailleurs, la célèbre chanson « Joyeux anniversaire », vous savez, elle a été composée par les jumelles américaines Patty et Mildred Hill. C'était en 1893. Et cette chanson-là, en France, on ne la chante pas vraiment avant la guerre de 14. 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 Avant la guerre de 14.